Bonsoir tout le monde, bonsoir. Depuis ce nouvel environnement, encore un changement, début d'une nouvelle année, on la commence avec quelques modifications nécessaires pour cette année parce que concrètement cette année, l'accent sera plutôt donné à l'art, la création, les créateurs. Et l'environnement y est propice. Justement, j'ai relancé mon activité de production musicale, mais avec la famille cette fois, et tout ça trouvera un sens plus tard dans l'année. En tout cas, bonne année à vous tous. J'espère que cette nouvelle version, comme ça vous plaît, avec un caméraman. Attention, hein, on est high-tech, on fait ça bien. On a un caméraman qui suit les mouvements. Non, c'est une intelligence artificielle, voilà. Et du coup, je vous propose de commencer ce live, déjà en mettant un peu de musique de fond parce que ça manque un peu. Et en vous disant que cette année risque d'être différente. Tout le monde le sait, on n'apprend rien à personne. Les choses qu'on avait annoncées depuis 3 ans, elles sont en train de se faire. Le problème qu'on a maintenant, c'est un peu le déni. C'est-à-dire, beaucoup, ils sont là à dire « ouais, mais il n'y a rien qui se passe, etc. » Et puis, on a beaucoup qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, en fait. Alors, dans cette émission un peu spéciale, parce qu'on va à la fois regarder un peu l'actualité, mais uniquement les choses importantes, et après, on va juste faire un petit déchiffrage de la vignette, et on va voir un petit peu ce qu'on pourrait attendre de 2024, une année qui sera vraiment une année très, très spéciale. Alors, dites-moi hein, si vous arrivez à lire, si vous arrivez à lire, pas encore, je vais vous partager l'écran comme ça. Voilà. Si c'est bon pour vous, si le son est bon, je vais voir dans le chat. Voilà. Donc, encore une fois, une très, très, très bonne année à tous. Attends, j'enlève ça. Donc, une très, très bonne année à tous et que nos cœurs se calent sur les rythmes du soleil, activité qui a commencé déjà à être beaucoup plus présente. On va voir un petit peu plus tard, il y a une actualité que je n'ai pas ajoutée, mais c'est pas grave, quand on parlera de la vignette, on va s'en rappeler. C'est tremblement de terre en Japon. C'est pas rien, c'est pas un petit truc. Donc voilà. Alors on me dit quoi? Son un peu faible, image ok. J'essaye de monter. Le son, je suis un peu presque à fond. Hein. Je vais voir si je fais ça. Est-ce que c'est mieux? Voilà. J'ai peur que ça sature derrière en fait. Voilà. Alors, partageage de l'écran. Hop, je rigole, team premier degré. Et on commence tout de suite, bien sûr, avec la partie... on rappelle encore une fois que sur le site, à partir de ce week-end, sur le site ADNM, hop, dans la section Décotour 2022, vous verrez la suite des autres épisodes qui vont être commencés à être publiés au fur et à mesure que le temps passe. C'est juste, j'avais pas le temps jusqu'à là pour faire les montages parce que je dois les finaliser. Et même certains montages, je dois les faire de zéro. Donc voilà, ça prend du temps dans une semaine déjà chargée. On a un live super intéressant vendredi où j'hésite entre 2 sujets et je vais voir au feeling comment je vais faire. Mais les 2 sujets, ils sont parfaits pour commencer l'année. Donc voilà, on verra comment tout ça avance. Sinon, voilà, Décotour 2022, c'est là. Et on continue avec la section préférée de beaucoup, Rire à mieux, qui comprendra. En route pour 2024. Pas besoin d'expliquer grand-chose là. Voilà. Image rare d'un Ferrero Rocher dans son environnement naturel. Vraie image. Hier, 6 femmes m'ont invité à sortir. Eh ben génial, mais comment tu as fait? Je me suis trompé de toilette au bar. Si vous voulez que beaucoup de femmes vous demandent de sortir, voilà, allez aux toilettes. Bref, Trotsky, voilà. Je vais voir si j'ai encore cette...
Je m'amuse tout seul. Ouais, voilà. On ressort les vieux trucs des lives d'il y a 2 ans. Alors, j'aime ces gens. C'est grâce à eux qu'on rigole tout seul dans les transports en commun. C'est pas utile de l'expliquer. Hein. Il faut juste penser que le stylo, la pointe, ça peut toucher la peau et faire des dessins derrière. C'est pas un problème qui me concerne. Je tiens à préciser. Donc, je me sacrifie pour vous. Qu'est-ce que tu penses des hypothèques? Eh ben, c'est bien que les hippopotames aient un endroit pour aller danser aussi. Hypothèque, hippopotame. Ouais, pardon. J'aimerais bien être d'accord avec toi, mais nous serions 2 à avoir tort. Ça, c'est le problème auquel on est confronté en ce moment. Hein. C'est voilà, la bien-pensance. Je veux bien être d'accord avec ceux qui se trompent, mais ils se trompent. Ouais. Je ne veux pas te faire de la peine, mais ce n'est pas la nouvelle année qui doit être meilleure. C'est toi. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est malheureusement vrai. Oups, désolé maman, je t'ai appelé sans le vouloir. Pas grave, je t'ai eu sans le vouloir. Ouais, bon, certaines vérités vaut mieux pas... C'est pas une bonne chose à dire là. Donc voilà. Hop. Une réunion en visio, en fait, c'est comme une séance de spiritisme. Émilie, es-tu là? Fais du bruit si tu nous entends. On te voit, mais on t'entend. Est-ce que tu nous entends? Ça rappelle un peu les conférences d'aujourd'hui aussi. Tu m'entends? Oui. Tu m'entends? Est-ce que tu es là? Voilà, ouais. C'est des séances de spiritisme technologique, voilà. Hop là. Vu les doses d'antibiotiques dans le poulet industriel, on peut désormais soigner sa grippe avec 2 ou 3 McChicken. D'accord? Clair? Tout le monde comprend? Très bien. Voilà, on a le chien rebelle, hein? C'est interdit. Bon, je veux pas l'expliquer là, c'est pas utile. Vous avez compris. Je ne veux pas finir l'année en mauvais termes avec qui que ce soit. Alors venez vous excuser. How dare you? Ouais, voilà. Aïe. À mon avis, ces histoires de crème de jour et de crème de nuit, ce sont des conneries. Comment une crème fait pour savoir l'heure qu'il est? Hein? Personne n'a pensé à ça. Hein? On parle de crème de jour, crème de nuit. Comment la crème, elle sait? Surtout si elle est dans une boîte Nivea où c'est fermé complètement et il n'y a pas de lumière qui entre ou qui sort. Donc, c'est le complot des crèmes, ça. Mathilda, anesthésiste, 1894. Voilà, la médecine de l'époque. Les crevettes, c'est pas cher, mais les homards, si. Ouais, ok. Alors, une trottinette, une trottiflou. Qu'est-ce que vous en pensez? Celle-là est spéciale dédicace à Reddy. Alors, les amis, on a fini cette section rigolote. Et on va attaquer directement l'actualité. J'ai pas vraiment autre chose à ajouter en attendant parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir ensemble. Alors, on va commencer avec l'histoire. Déjà, on va commencer par baisser un peu le volume de cette musique parce que il y a moyen qu'on finisse endormi à la fin de l'émission. Alors, c'est l'histoire d'un avion qui a été bloqué à Paris. Plus de 300 personnes ont été entendues à l'aéroport de Vatry depuis dimanche matin, a fait savoir sur France Info le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Châlons-de-Champagne. Enfin, Châlons-Champagne.
Il est désormais confirmé que les 303 personnes sont toutes de nationalité indienne. Parmi elles figurent 11 mineurs non accompagnés qui se sont vus désigner des administrateurs ad hoc. Cet Airbus A340 de la compagnie roumaine Legend Airlines, entièrement blanc et sans le nom d'aucune compagnie, devait initialement relier Dubaï, donc Émirats Arabes Unis, à Managua, capitale de Nicaragua. Mais ce qui ne devrait être qu'une escale technique sur la piste du petit aéroport de Vatry, à 150 km à l'est de Paris, s'est transformé jeudi après-midi en longue immobilisation après un signalement anonyme selon lequel des passagers étaient susceptibles d'être victimes de traite des êtres humains en bande organisée, a précisé vendredi le parquet de Paris. Donc, il y a un truc qui se passe avec cet avion-là. J'ai trouvé cette actualité-là, bien sûr, c'est Le Figaro. C'est un truc mainstream et c'est de là que j'ai pris l'extrait que je viens de lire. Et on apprend qu'il y a eu un avion qui avait été arrêté l'année dernière. Bref, donc qui a été arrêté il y a quelques jours et immobilisé à l'aéroport là-bas. Et on apprend qu'il y avait des mineurs dedans qui étaient prévus pour être envoyés en Nicaragua et de là être emportés aux États-Unis dans une histoire de traite d'enfants, enfin traite d'humains. Et histoire louche, avion super louche, on apprend par un autre média justement qui est asiatique, enfin Asie centrale et de l'Est, quoi. On apprend qu'il y a un nom qui est mentionné dans le trafiquant d'êtres humains, que c'est lui qui a loué cet avion pour faire exactement ce transport-là. Donc des avions sans aucune étiquette, sans rien, sans nom, sans rien, qui vont dans des petits aéroports pour faire des escales techniques parce qu'ils ne peuvent pas faire le vol une fois. Ça sent mauvais quand même. Donc, et ce qui est intéressant, c'est ce signalement anonyme, en fait. Ça, c'est assez intéressant. C'est très intéressant à voir qui pourrait être derrière ça. Parce que mine de rien, si on commence à voir ce genre de choses, tu sais, si tu trouves une fois qu'il y a des humains, enfin il y a de la traite d'humains, dans ce genre de contexte, il va y avoir des contrôles qui vont être renforcés dans les petits aéroports pour des avions de ce genre. Donc je pense que on est sur quelque chose. Cette nouvelle-là, on devrait lui accorder un peu plus d'importance que ce qu'il a reçu jusqu'à là, quoi. Voilà. Alors, c'est juste pour dire que le trafic d'êtres humains est une réalité. Hein, c'est pas... voilà. Alors, une autre vérité scandaleuse en train d'exploser aux États-Unis. Un autre sujet, donc. Alors, la filière fédérale de trafic d'enfants mise à nu. Film exclusif de contractants fédéraux envoyant des enfants à travers les États-Unis. C'est un sujet directement lié avec le précédent, d'accord ? Donc, Munkaraker a obtenu des images exclusives et inédites de contractants du gouvernement fédéral américain escortant des enfants à travers le pays pour les remettre éventuellement aux mains de trafiquants d'êtres humains. Au moins, l'un de ces contractants est affilié à la CIA. Chaque mois, des milliers d'enfants étrangers sont victimes de la traite des êtres humains aux États-Unis, comme les enfants qu'on vient de voir sur l'histoire juste avant. Ils sont drogués et introduits clandestinement à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, là où les enfants de l'autre avion, ils allaient aussi. Arrêtés par la patrouille frontalière, détenus dans des enceintes ultra secrètes et enfin escortés jusqu'à divers endroits du pays. En gros, ils promettent à des immigrés de les emmener. À la frontière là-bas, ils les abandonnent. Ils abandonnent les mineurs qui sont récupérés par des gens de l'État qui les mettent dans des institutions. Et de là, après, les trafiquants d'humains, ils vont et ils font leur shopping dans les centres de détention. Ils ont trouvé le système assez pratique en utilisant des ressources d'État en plus pour faire du trafic d'êtres humains. Ce n'est pas rien. Et donc, vous avez ici quelques exemples. Justement, je voulais qu'on prenne le temps de regarder ensemble. Alors. Vous n'avez pas ma permission pour prendre des photos. C'est un lieu public. J'ai déjà parlé à la police. Où allez-vous aujourd'hui? Ne me prenez pas la tête. Donc ils sont en aéroport, ces gens-là. Ils sont en train d'essayer de transporter des enfants. Tu vois, lui, il va les intercepter pour leur dire, mais vous les emmenez où? Hey, vous travaillez pour qui? Où emmenez-vous cet enfant? C'est votre enfant? Monsieur, c'est votre enfant? Vous savez que ces enfants vont un peu partout et on n'entendra plus jamais parler d'eux, n'est-ce pas? Non.
Ne me dérangez pas, monsieur. Puis-je vous demander pour quelle entreprise vous travaillez? Non, non, vous ne me le direz pas. Non. Pourquoi êtes-vous si secret? Pouvez-vous arrêter de me déranger? Pourquoi cachez-vous votre badge? Pourquoi avez-vous si honte de ce que vous faites avec ces enfants? Vous n'avez pas ma permission pour prendre des photos. C'est un... Ce sont des contracteurs de l'État américain, hein, ces gens-là. C'est-à-dire, c'est l'État américain qui les a embauchés pour leur dire allez là-bas, chercher les enfants pour les emmener à tel endroit. lieu public. J'ai déjà parlé à la police. Où allez-vous aujourd'hui? Ne me prenez pas la tête. Vous vous immiscez dans mon espace, monsieur. Vous vous immiscez dans mon espace. J'ai besoin que vous reculiez. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas prendre de photos. Si, je peux. C'est un lieu public. Pourquoi êtes-vous si secret? Qui sont les enfants dans la voiture? Vous avez compris l'idée. Je vous propose donc de regarder cette vidéo depuis notre Twitter ou depuis le compte Telegram de Quadrillage Traduction ou ces différentes chaînes Odyssée et Crowdbanker. Merci pour la traduction. C'est une vidéo qui est sortie, je crois, en octobre 2023 et qu'on a traduit, enfin que Vanessa a traduit de Quadrillage Traduction. Et je vous conseille fortement, si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, voilà, d'aller jeter un coup d'œil parce que justement, cette nouvelle-là de l'avion qui était arrêté à Paris et ce qui se passe aux États-Unis comme ça, on est en train de voir un petit peu comment je pourrais dire, le périmètre de ce groupe de trafic d'êtres humains en fait, qui est international. Les enfants, ils venaient de l'Inde et ils allaient être emportés aux États-Unis par la frontière sud, là où il y a un gros problème apparemment aux États-Unis. Et une fois que les enfants sont emmenés dedans, après, ils disparaissent. Et voilà, donc c'est pas des conneries qu'on a dit jusqu'à là, c'est pas de la folie, c'est pas des théories complotistes, c'est un phénomène bien réel qu'aujourd'hui, il est bien visible et il est même abordé au Parlement, au Parlement et au Congrès. Au cours des 2 dernières années, 350 000 enfants non accompagnés sont entrés dans notre pays. Et l'administration de Joe Biden ne sait pas où se trouvent 85 000 d'entre eux. 85 000 enfants en une année disparus. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc, toutes ces choses-là, elles sont en train de sortir. Prenez la vidéo et partagez-la. C'est sur notre Twitter ADNM. Ensuite, on a des petites nouvelles, parce que là, on est dans les bonnes nouvelles maintenant. Danemark, la reine Margrethe II abdique après 52 ans de règne. En effet, elle abdique, c'est elle. Et dans une, pas interview, mais je ne sais pas comment dire, dans une nouvelle, le 31 décembre, elle a dit bonne année, etc., etc. Et puis elle dit, d'ailleurs, je vais abdiquer. Voilà, je quitte mon poste de reine. Pourquoi elle fait ça maintenant? Qui ferait ça maintenant? Peut-être il y a un rapport avec la sortie de la liste Epstein, parce que, il se trouve que les élites, ils sont tous plus ou moins impliqués avec cette histoire-là. Donc, voilà, ce serait bien de garder un œil de ce côté-là. Et puis, ce genre de choses, je pense qu'on va en avoir d'autres dans les temps à venir, des gens qui vont encore démissionner, encore faire marche arrière ou commencer à se faire discret. Parce que justement, c'est en train de tomber, la vérité est en train de sortir, on verra juste après pourquoi. Sinon, autre nouvelle, justice babylonienne. Pourquoi j'appelle ça comme ça? Parce que vous vous rappelez de SBF, là, le Sam Bankman-Fried. Alors, le gouvernement américain abandonne 6 chefs d'accusation à l'encontre du crypto-escroc Sam Bankman-Fried dans des violations des règles de financement des campagnes électorales et des accusations de complot en vue de commettre des actes de corruption. Donc en gros, c'est avec la plateforme là, de crypto, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, qui a fait faillite. Et en fait, le mec là, avec l'argent des gens qu'il stockait sur sa plateforme, lui, il faisait des donations dans les partis politiques américains démocrates, évidemment, et des politiciens démocrates. Et en gros, c'était des pots de vin, quoi. Et sauf que c'était l'argent des gens. Et puis à un moment donné, il n'y avait plus d'argent. Et en fait, la plateforme a fait faillite. Lui, il est censé être reconnu coupable, évidemment, pour la faillite de la plateforme et pour l'argent qui est perdu. Par contre, ceux qui ont reçu l'argent, c'est-à-dire les politiciens,
américains, du Parti démocrate principalement, ils ne veulent pas rendre l'argent. C'est pratique, ça. C'est pas mal. Donc, voilà ce qui se passe de ce côté-là. Et pas seulement ça, mais en plus, ils disent « Ah non, il n'y avait aucun truc illégal de ce côté-là. » Le fait qu'ils versaient des millions d'argent des gens dans un parti. En gros, il faisait des donations avec l'argent des gens qui utilisaient sa plateforme, en fait. Ouais, bref. Donc, ça, c'est la justice à l'américaine. Et c'est pour ça que dans la vignette, vous voyez aussi des militaires. Je pense que les raisons de l'intervention militaire deviennent de plus en plus claires. Alors voilà, je continue la lecture ici. Verser des pots de vin avec de l'argent volé est acceptable tant que cet argent va à des politiciens américains. La SBF, donc le mec là, a fait don de 100 millions de dollars lors des élections de mi-mandat de 2022, versant des dizaines de millions de dollars à des groupes d'argent noir avec les fonds de ses clients. Certains de ces groupes étaient liés à des dirigeants du Sénat, notamment Mitch McConnell et Chuck Schumer. Des personnes qui jouent un rôle important sur tout ce qui est la guerre de l'information, quoi. On commence à voir, vous remarquez ou pas, qu'on commence à voir un petit peu toutes les formes. On n'est plus en train d'expliquer qu'est-ce que c'est, on est en train de dire voilà ce qui se passe. C'est en train d'être visible aux yeux de tous. On voit la corruption, on voit les tricheries, on voit tout ça. Voilà. Et justement, toutes ces choses-là, elles s'enchaînent parfaitement avec la fameuse liste d'Epstein. L'affaire Epstein va-t-elle connaître, nous dit TF1, un nouveau rebondissement? Une juge de New York a ordonné de révéler début janvier le nom de 180 personnes. Donc hier ou aujourd'hui, c'était censé arriver, ou demain peut-être. 180 personnes désignées sous des numéros et des pseudonymes Doe, en ordonnant que leur identité soit complètement rendue publique 14 jours au plus tard après la date de ce document judiciaire, donc soit le 1er ou le 2 janvier. De quoi mettre fin à l'impunité de potentiels complices du milliardaire au puissant réseau économique et politique, aussi bien aux États-Unis qu'à l'étranger. Voilà. La liste, je n'ai pas regardé aujourd'hui parce que je préparais le live. Je ne sais pas si elle est sortie, mais en tout cas, on parle de l'arrivée de Bill Clinton. Son nom est mentionné genre 36 fois. Apparemment, c'était un grand consommateur de l'île Epstein, et c'est un peu dommage quand on sait que c'était un des anciens présidents des États-Unis, donc tous les secrets d'État, etc. Et puis quand on comprend que Jeffrey Epstein avait des liens un petit peu olé avec le Mossad, le père de Ghislaine Maxwell, qui était aussi sa compagne, était un ancien agent de Mossad. Ghislaine Maxwell elle-même, probablement l'est aussi, on ne sait pas. En tout cas, c'est un peu étrange d'avoir quelqu'un comme Epstein, d'avoir en plus cette belle peinture de Bill Clinton habillé en femme chez lui, un ancien président des États-Unis, tenu par quelqu'un qui est du Mossad. C'est quand même assez perturbant, et ce n'est pas le seul nom en fait. Il y a d'autres noms qui vont probablement sortir et secouer complètement la sphère du pouvoir. 2024, ça va vraiment secouer. Ça va vraiment secouer. Donc, on attend, j'en parle pas tout de suite parce que, évidemment, dans ce genre d'histoire, comme on a vu avec CTIL, quand il y a des nouvelles de ce genre qui sont censées arriver, les autres en face, ils préparent un contre-narratif. Donc, ils balancent une tonne de désinformation pour induire les personnes qui s'intéressent en erreur, pour ensuite pouvoir dire oui, mais regardez, ils partagent n'importe quoi et c'est nul. Donc, pour éviter de partager tout et n'importe quoi et de rester concentré sur l'essentiel, je vous dis juste que la liste, soit elle est déjà sortie, soit elle sort dans quelques heures. Et donc, voilà. Encore quelque chose qu'on avait annoncé et qu'on avait finalement vu juste, je peux dire. Alors, autre histoire. Hop, ça c'est important. On garde un œil du côté de la Russie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours, l'Ukraine a lancé une attaque de missiles avec des armes de l'OTAN, des armes tchèques, sur des sites civils dans le centre-ville de Belgorod, tuant 14 civils, 2 enfants et blessant plus de 100 personnes.
La Russie a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies et les responsables russes accusent les États-Unis d'être les principaux responsables de ces frappes. L'ambassadeur russe Anatoly Antonov vient de s'adresser aux médias et a déclaré que les États-Unis mènent une guerre hybride contre la Russie et lancent des armes occidentales modernes sur le front contre les forces armées russes. Il semble que les Occidentaux tentent désespérément d'inciter la Russie à riposter et à escalader afin de pouvoir justifier l'intervention de l'OTAN et le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. L'armée ukrainienne est réduite à néant et ne peut plus tenir longtemps. Leur seul espoir est que l'armée américaine intervienne et prenne le relais. La Russie a prévu que si les armes de l'OTAN étaient utilisées La Russie a prévenu que si les armes de l'OTAN étaient utilisées pour frapper le territoire russe, il s'agirait d'une ligne rouge, encore une, que l'OTAN dépasse sans le moindre problème, quitte à déclencher la Troisième Guerre mondiale et provoquer un bain de sang. Nous sommes à une ou deux mauvaises décisions d'une guerre cinétique à grande échelle avec la Russie, et donc de la Troisième Guerre mondiale. Attachez vos ceintures. Est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. On verra. Il est question de parler d'un certain précipice que l'humanité va devoir confronter pour comprendre qu'elle doit changer. On verra comment ça se passe de ce côté-là. En tout cas, l'OTAN, il est encore un coup en provocation. Et évidemment, il continue à traiter la Russie de pays agresseur, n'est-ce pas? Ouais, donc il n'y a rien de nouveau de ce côté-là, si ce n'est que on voit le désespoir de l'État profond qui est prêt à se mettre en risque, qui est prêt à tout faire tomber pour ne pas tomber lui-même. Donc voilà. Et maintenant, les amis, je ne sais pas, ça fait combien de temps? Ça fait qu'une demi-heure. Alors ce live risque d'être un peu plus court que les autres et c'est tant mieux parce que j'ai besoin de tenir. Et les amis, j'ai remarqué que je n'arrive pas à suivre l'actualité comme on pouvait le faire à trois. Et je pense que pour moi, c'est important que je me concentre au sujet que je considère important pour la suite à venir. Et dans les sujets importants pour les temps à venir, l'actualité représente une petite portion, mais clairement pas tout. Donc, j'essaierai de faire au mieux pour garder un œil sur l'actualité, mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresse à partir de là, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et donc, on va essayer de voir ensemble des petites choses qu'on peut faire pour quitter Babylone. Alors, du coup, on est encore au début, mais c'est pas grave. On fait une petite pause musicale avec cette chanson cadeau qu'on a de Tieno et qui s'adresse, je pense, en l'ayant écouté, je pense qu'elle s'adresse un peu à toute la famille, à DNM, Décodeur, Y-Files. Donc, je mets la vidéo et je vous laisse avec cette magnifique chanson. Ok, alors on me dit qu'il n'y a pas de son, alors je vais remettre la chanson, mais du coup je vais devoir être à l'image parce que le son de l'écran il vient à travers moi, donc si je m'enlève il n'y a pas de son. Mais c'est nul. Mais bon voilà, on va la regarder ensemble, du coup je la remets.
laisse une chanson cadeau à ceux qui portent le fardeau. C'est dur d'arriver jusqu'en haut avec une croix dans le sac à dos. Enlève tes souliers, ton manteau, laisse le vent effleurer ta peau, quitte tes guêtres et ton chapeau, laisse ton corps flotter sur l'eau. Toi qui t'es battu pour la paix, tu as fait ce que tu pouvais. Toi qui as forcé le respect, tu as dit ce que tu devais. Le temps t'a montré ce qu'il sait, la terre t'a dit ce qu'il y avait, le ciel t'a dit ce que c'était, la vie t'a montré ce qu'elle est. Une chanson car il faut parler d'un vrai, parler d'un faux, parler du bas, parler du haut, parler d'un lion et d'un agneau. Que vas-tu faire de ton cadeau? Où vas-tu poser ton fardeau? Crois-tu arriver jusqu'en haut sans laisser là ton sac à dos? As-tu regardé les enfants? Vas-tu consoler leurs parents? Tu es ici et maintenant, il est temps de poser les gants. Le temps t'a montré où et quand, la terre t'a soufflé le moment, le ciel t'a dit pourquoi, comment, la vie t'a soulevé à temps. Une chanson puisqu'il faut, je laisse déborder les flots, couler les vers et les sanglots, j'essaie de décorer mes mots. Devrais-je rendre mon cadeau? Devrais-je léguer mon fardeau? Une fois vidé mon sac à dos, quelle croix me portera en haut? Laisse-toi guider par l'essentiel, laisse-toi porter, tu as des ailes. Regarde en toi, tout est réel, et garde en toi cette étincelle. Quand t'a montré l'éternel, la terre t'a dit, tout se rappelle, le ciel t'a passé un appel, la vie t'a porté la nouvelle. Et ben voilà, notre cher Tieno, il nous a offert ce magnifique cadeau et on le remercie. Ouais, c'est une chanson qui dit l'essentiel. Donc je pensais que c'était une excellente façon de commencer l'année. Alors si vous voulez vous aussi faire la promotion de votre projet musical, vous pouvez le faire depuis notre site ADNM. Alors pourquoi je n'arrive plus? Voilà, ça arrive. Donc depuis notre site ADNM, vous avez ici à la page d'accueil quelques changements. Comme vous pouvez voir, vous avez ici à droite maintenant le lecteur audio pour les podcasts qui marche très bien. Il suffit juste d'appuyer. Bonsoir tout le monde. Juste appuyer play, vous entendez le dernier live en audio, seul audio. Pour ceux qui ont des réseaux, ils doivent compter les mégas et tout ça. Ça, c'est parfait. Ou pour ceux qui écoutent en voiture, c'est parfait aussi parce que vous pouvez éteindre l'écran et ça continue à jouer. Donc, vous avez ça à la page d'accueil maintenant. Et en dessous,
vous avez les liens alternatifs pour les lives et vous avez le bouton promotion musicale. Si vous cliquez dessus, vous arrivez dans cette formulaire et vous mettez votre nom, prénom, votre email et votre message. C'est important de préciser que je mets en priorité des personnes, des musiciens, donc soit professionnels, soit semi-professionnels, mais qui font vraiment quelque chose avec la musique, pas les personnes qui balancent juste une chanson comme ça de temps en temps. Donc ce n'est pas le cas de Tieno. Tieno, c'est une exception parce que c'était une chanson cadeau pour tout le monde. Mais en général, je vais privilégier bien évidemment les projets qui ont besoin, qui communiquent sur les dates de concert, etc., et qui encouragent la rencontre, justement, utiliser la musique comme point de rencontre. Pourquoi pas? La culture, c'est très, très important. C'est pour ça qu'en ce moment, voilà, le contexte est différent pour ici aussi. Donc voilà, en ce qui concerne la pause musicale, évidemment, je profite maintenant de cette mini-pause pour vous dire aussi que sur Y-Files, vous avez exactement la même chose, un bouton promotion musicale qui vous emmène exactement au même endroit. Et d'ailleurs, Y-Files, bon, le compteur, je ne l'ai pas mis à jour, mais c'est vendredi le prochain. Et ça va être très intéressant, justement. J'hésite entre deux questions, mais les deux questions, en fait, c'est une question finalement. Et si jamais vous êtes là et que vous aimez le contenu que je fais avec Y-Files, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir ici dans le bouton soutien. Et vous pouvez le faire via Tipeee. Interac va être arrêté bientôt parce que Rudy n'est plus là et les dons Interac allaient pour Rudy. Et les dons bancaires, voilà. Donc, maintenant que Rudy et Nicolas ils ne sont plus là, il y a beaucoup de dons qui ont été annulés. Après, il y a eu les fêtes, évidemment, donc ce n'est pas le meilleur moment pour tout le monde en ce moment de donner. Mais dès que vous avez la possibilité à nouveau, n'hésitez pas de me filer un coup de main pour que je puisse continuer à faire les émissions que je fais et y consacrer le temps que ça prend. Et surtout pour les projets à venir, parce que j'ai plein de surprises pour la famille pour cette année-là. C'est l'année où on passe à l'acte. On va. Ça, c'est pour attirer l'attention des merguez et des pains et tout ça, quoi. Bref. On va avoir leur attention parce que justement, j'ai un sujet assez intéressant. Donc maintenant, on passe aux choses sérieuses et on va au sujet à approfondir. Donc là, on va prendre un petit peu plus de temps pour développer cette histoire parce que rien que le titre déjà. Dossier CTIL et la Ligue contre la liberté d'expression. Rien que ça. Et vous voyez ici, il y a des visages qu'on connaît. Il y a M. Breton, il y a Schwab ici, il y a Soros, il y a Trudeau, il y a l'ancien directeur du FBI, il y a Podesta, je veux dire, voilà. Et ça, c'est juste une partie. Hein. C'est juste une partie. Alors, on va jeter un coup d'œil. Hein, et vous allez voir, j'ai reçu une aide extraordinaire pour faire ce dossier-là. Et merci beaucoup à celui qui m'aide et qui veut rester anonyme. Alors, dossier CTIL et la Ligue contre la liberté d'expression des pathocrates. Introduction. Pathocrate. Pathocratie, je pense que c'est un mot qui va devenir assez important dans les temps à venir. Pour ceux qui ne savent pas ce qui est Q, hein, avant de commencer les détails, je vous conseille de regarder cette vidéo contenue dans l'article ci-dessous. Donc là, vous avez l'article et là, vous avez la vidéo. Donc, si vous allez à l'article, vous allez trouver aussi la vidéo avec tous les éléments en plus. Voilà, tous les détails, toutes les vidéos, explications, etc. Je ne vais pas réexpliquer là maintenant qui est Q et pourquoi on y accorde de l'importance. Pour ceux qui ne savent pas, allez regarder ça et après continuer la suite. Alors, si vous avez lu les drops de Q, depuis le début, le nom de Soros apparaît souvent. Q il fait même référence dès son second drop publié fin octobre 2017. Donc c'est le deuxième drop. Et il parle de Soros ici en parlant du fait qu'il a donné, il a fait don de tout son argent récemment, donc en 2017. Quoi. Voilà. Alors, je ne veux pas lire le post de Q. Si vous voulez, vous pouvez aller le regarder. Je l'ai juste traduit comme ça. Q a aussi écrit dans le drop 43-93, parlant également de Soros, que l'on a plus que ce que l'on sait. Peut-être voulait-il dire par là que d'importantes informations sont accessibles en cherchant bien sur le web. Et à vrai dire, c'est bien le cas quand on sait quoi chercher. Vous avez ici le post, donc 43-93,
où il parle d'Antifa, etc. Et à la fin, il dit, vous en savez plus que ce que vous ne le pensez. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on retrouve Soros ou son ombre, et surtout son argent, directement et indirectement, littéralement, partout, et ailleurs aussi. D'ailleurs, Soros, selon Q, il fait partie d'un des 3 angles du triangle de pouvoir obscur du monde, qui était la dynastie saoudienne, qui était les Rothschild et qui était Soros. Donc, ce sont ces 3-là qui sont, on va dire, le triangle du mal, voilà, selon Q. Pour faire une petite introduction de façon non exhaustive et sans trop entrer dans les détails, sa trace peut être trouvée par exemple dans une firme bien connue de machines à voter, dans le network IFCN, donc c'est le International Fact-Checking Network, dans des entités mises sur pied pour surveiller les élections, des entités mises sur pied pour surveiller les élections, dans les récentes actions contre Trump, afin qu'il ne puisse pas se représenter dans certains États US. Mais aussi pas loin des CTIL Files, même très proche au final. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est les CTIL Files, c'est l'histoire d'un lanceur d'alerte qui a rendu public des documents cachés d'une société ou d'une entité mise en place par l'administration Obama et aussi le gouvernement anglais à cause du Brexit pour contrôler le narratif. Et donc, ils ont créé un protocole de la censure. Et c'est avec l'arrivée de CTIL et leur protocole qu'on a vu l'arrivée, par exemple, des fact-checkers, comme c'est le cas de l'Institut international du fact-checking, par exemple, qui ensuite a créé tous les réseaux en dessous avec des personnes formées, etc., etc. Donc, tout ça est bien réel. Donc, finalement, le complot, on commence à le voir et on commence à voir vraiment tous les engrenages. Alors, derrière Crew, je vais vous expliquer qu'est-ce que Crew juste après, et Media Matters. Media Matters qui est une institution genre les médias comptent, etc. Et puis c'est encore fact-checking et tout ça. On retrouve par exemple David Brock, donc c'est l'ex de James Alefantis, mais aussi l'argent de Soros. Ces entités ont partagé par exemple une même adresse à Washington DC et ce schéma peut être retrouvé en Europe en lien avec les CTIL Files. Donc Crew, c'est une institution qui s'appelle Citizen for Responsibility and Ethics in Washington, ou en français, Citoyens pour la responsabilité et l'éthique à Washington. Et en fait, sachez que plus une institution porte le nom, plus elle a des chances de faire l'exact opposé, en fait. Parce que là, les citoyens pour la responsabilité et l'éthique, ils sont contre la liberté d'expression et la démocratie. Donc, dans son drop 56, daté du 2 novembre 2017, Q parlait déjà de Media Matters, donc quelques autres aussi. La campagne Clinton, donc je vous traduis le post de Q. La campagne Clinton tente une fois de plus de dissimuler des questions importantes concernant Huma Abedin, sa principale assistante, ses liens familiaux avec les frères musulmans et l'Arabie saoudite, et son rôle dans le scandale des courriers de Clinton, qui prend de l'ampleur. Plus loin, je ne vais pas tout traduire. Le groupe de soutien à Clinton, Media Matters, donc c'est censé être un truc objectif de journalisme, etc., etc. Et en fait, non, ils soutiennent une politicienne. Donc la neutralité... Bref, le groupe de soutien à Clinton, Media Matters, a affirmé qu'on pouvait s'y attendre, qu'il n'y avait aucune preuve, comme on pouvait s'y attendre qu'il n'y avait aucune preuve que Mme Abedin ou sa famille avaient des liens avec les frères musulmans et que les membres de la campagne de Trump qui parlaient de ces liens étaient des théoriciens de la conspiration. Bien évidemment, voilà. Pour démystifier ces preuves, Media Matters s'est appuyé sur un fact-check de Snopes.com qui citait comme seule source le sénateur John McCain. C'est ce même John McCain qui a rencontré le chef de la milice libyenne Al-Bakr al-Belhaï, un associé connu d'Al-Qaïda, et l'a salué comme mon héros lors d'une visite à Benghazi en 2011. Donc en gros, Q il est en train de montrer qu'en fait Media Matters c'est un outil qui permet aux corrompus de cacher leur corruption en créant des histoires de fact-checking, etc., etc. Donc on voit déjà un petit peu les contours des dossiers CTIL. Fin de la traduction de post de Q, on continue. L'Europe est aussi très impliquée, car elle finance des entités liées aux CTIL Files, les USA également,
d'autres pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne, ainsi que le privé et des ONG se mêlant dans une gigantesque nébuleuse philanthropique. C'est toutes les magouilles utilisées. Le maître mot de l'Europe depuis le Brexit est la lutte contre la désinformation et un mouvement international très orienté à gauche, mondialiste et également libéral s'est formé contre Trump, ainsi que toute la droite populiste nationaliste dans le monde. Tout ce qui ne rentre pas dans leur idéologie gauche libérale mondialiste est taxé de désinformation, négligeant au passage leurs propres mensonges. Ce qui au départ a été mis sur pied en Europe et par l'Europe, donc d'un point de vue financement, face au Brexit, a ensuite été redirigé contre Trump aux USA. L'Europe finance par exemple un réseau de fact-checkers nommé EDMO, dont les membres semblent déjà formés au cadre d'ISARM dont il est fait mention dans les CTIL Files. Donc, vous avez ici qu'est-ce que EDMO, d'accord? Formation en ligne de EDMO, introduction au cadre d'ISARM sur les tactiques, techniques et les procédures de désinformation. L'EDMO a le plaisir d'organiser le module de formation sur les cadres de d'ISARM. Donc, EDMO, c'est... Donc, on va dire c'est le bras droit du DISARM. DISARM qui est une institution étatique américaine qui est là pour censurer, etc. Donc le framework, le cadre, comme ils appellent ça, c'est le même pour DISARM que EDMO. Donc EDMO c'est l'Europe, DISARM c'est les États-Unis. Alors qu'est-ce que DISARM? DISARM est le cadre principal open source pour lutter contre la désinformation par le partage de données, d'analyse et la coordination d'actions efficaces. Ce cadre a été élaboré en s'inspirant des meilleures pratiques mondiales en matière de cybersécurité. Donc on est dans la cybersécurité, mais on parle bien d'information, quoi. Il est utilisé pour aider les communicateurs, quelle que soit leur discipline ou leur secteur, à acquérir une compréhension commune claire des incidents de désinformation et à identifier immédiatement les mesures de défense d'atténuation qui sont à leur disposition. Donc ça, c'est le puits d'excréments. C'est là. C'est-à-dire là, ils vous font la formation pour devenir collabos et propagateurs de propagande étatique. En gros, défenseurs de la rhétorique, chiens de garde et tout ce que vous voulez. Donc, ils ont mis en place ce framework, ce cadre qui permet à ces institutions de combattre la désinformation. Par désinformation, évidemment, ils entendent tout ce qui ne va pas dans leur sens. C'est ça. Alors, en effet, la finalité des CTIL Files est un framework, donc un cadre nommé DISARM, inspiré par la Cyber Threat Intelligence. Donc c'est le CTI du CTIL, c'est ça, Cyber Threat Intelligence League, où États-Unis et Europe se partagent des données contre ce qu'ils nomment désinformation, et cette approche n'est pas sans rappeler ceux expliquant que l'être humain est piratable. Plusieurs étapes ont été franchies avant d'en arriver à DISARM avec toute une série d'acteurs de différents horizons. Même Thierry Breton attaque X en parlant de désinformation, mais c'est surtout la censure qu'il veut, l'absence du débat contradictoire, la protection de leur narratif, peu importe le sujet, tout en piétinant de la sorte la liberté d'expression et d'information, pourtant protégée par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a toute une pelote de laine à démêler et certains comptes X sont déjà à la tâche depuis un bon moment pour exposer tout cela. Il y a beaucoup à expliquer, à montrer, et tout a été et va encore être archivé. Derrière le mot démocratie dont ils usent et abusent, ils se permettent bien des choses pas nettes et vraiment pas démocratiques. Je pense vraiment qu'on n'a pas encore conscience pleinement de cette histoire de CTIL, des dossiers CTIL. C'est vraiment pas rien. C'est vraiment... Vous savez, j'ai pris beaucoup de décisions que beaucoup m'ont considéré comme je censurais ou que c'est pas bien ce que je faisais, etc. Par exemple, fermer les chats. Il se trouve que si vous regardez du côté de CTIL, de framework de DISARM, ils forment des gens pour venir dans des chats et semer la discorde. C'est une réalité, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, d'accord? Moi, j'avais ce ressenti-là, mais j'avais pas les preuves.
D'accord? Et quand je le disais, on me disait oui, mais Léo, tu censures, blablabla. Bla, bla. Non, je ne censure pas. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a des gens qui sont dans le chat pour créer cette discorde, pour attaquer, mais d'une manière mesquine, pas juste insulter, en fait. Et il se trouve que c'est vrai, c'est dans leur protocole. Quand je disais, par exemple, que une de leurs tactiques, c'est de me diffamer, de parler mal de moi, de déformer mes propos. C'est dans le protocole, le framework de Disarm, c'est justement, vous pouvez déformer la réalité pour attaquer l'opposition idéologique. C'est ce qu'ils disent dans leur protocole. Et ils ont tout un plan pour comment faire, s'organiser entre eux. Un tel va faire l'interview, un tel va partager l'info. C'est réel. C'est réel et les dossiers CTIL sont ni plus ni moins le protocole de cette chose-là. Donc il y avait le protocole de l'assassinat de la liberté d'expression. Okay? C'est une réalité. Et les dossiers CTIL exposent ça et comment ils ont fait. Et donc ça, c'est très bon pour 2 raisons. La première, c'est évidemment parce que du coup, plus ils s'exposent, plus on verra que finalement les Tristan Mendes France, les Rudi Reichstadt, les Julien Pain, les William Orduro et tous ces individus, on va dire, qui sont très mauvais, qui sont la fosse des Ovanes de très loin, tous ces individus, ils ont un point en commun et ils ont reçu une formation similaire venant du framework qu'on a vu tout à l'heure, de Edmond et de IFCN. Enfin, on peut trouver des liens. Il suffit juste de creuser. Et il y a des gens qui ont fait ce travail. Et je peux vous dire qu'il y a des liens à faire. Alors moi, je n'ai pas, c'est justement ce que je vous dis, je n'ai pas forcément le temps, moi, de mettre mon nez en profondeur dans cette histoire-là. Faites-le. Prenez le temps, vous, parmi les, je ne sais pas combien vous êtes, là, 7000, 8000 à regarder. Si vous vous sentez capable, allez-y, lancez-vous à essayer de comprendre les liens qu'il y a. Et faites-le, vous allez voir. Et parlez-en. Et si moi je trouve un post comme ça, j'en parlerai, je le partagerai sur le compte ADNM. Mais quand je vous dis que c'est le sujet central, parce que comprendre ça et creuser sur les dossiers CTIL, c'est comprendre qui est derrière, qui tire les ficelles derrière. D'accord? Comprendre la véritable nature de l'état profond, parce qu'elle n'est pas celle qu'on croit. Et donc, voilà. Le CTIL, c'est un sujet qu'on va prendre, je pense, au moins la moitié de 2024 pour l'expliquer et pour que ça soit clair pour tout le monde. Et vous allez comprendre aussi beaucoup de mes décisions pour lesquelles j'étais vraiment injustement attaqué, insulté, diffamé, tout ce que vous voulez. Parce que vous allez comprendre qu'en face, il y avait vraiment, ce n'était pas de la paranoïa de ma part, c'est qu'il y a vraiment des entités en face qui ont des manières de fonctionner plus que louches. Donc, voilà. En tout cas, le dossier CTIL, je suis vraiment surpris que d'autres ne parlent pas plus que ça. Ça devrait être vraiment devant tout le monde. C'est hyper important. Alors, je continue avec une partie de l'article de Michael Shallenberger qu'il avait mis sur son Twitter. Donc, Michael Shallenberger, c'est le gars qui a témoigné au Congrès et c'est lui qui a rendu les CTIL files publics de la part de ces lanceurs d'alerte. Voilà. Juste avant de lire, je vais juste me moucher un peu. Je vous demande pardon parce qu'il a fait un peu frais. Voilà. Et je commence tout de suite. Il est temps de sauver la civilisation de l'État pathocratique. Pour sauver la démocratie et la liberté d'expression du nihilisme et des psychopathologies, il faudra de nouvelles institutions et votre soutien. Donc, de gauche à droite dans cette photo, c'est Thierry Breton, Nina Jankovic, Léo Varadkar, bref, vous avez tous les noms ici. Hein. Donc, ils font tous partie de l'équipe Vive la censure, quoi. Fin de la liberté d'expression, tout ça. Ils essayent en tout cas. Mais comprenez que tout ce qui n'est pas naturel, ça ne peut pas durer longtemps. Et là, ne pas respecter la liberté des individus, c'est la loi fondamentale de l'existence en société. Donc un système comme ça, ça ne peut qu'imploser ou exploser. Ça ne peut pas marcher. Ça peut juste pas marcher. Donc je ne sais même pas pourquoi ils essayent. Mais ils essayent. On verra. Alors, entre le début de l'année 2016 et cette année, les médias et les institutions politiques qui gouvernent les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada,
et l'Union européenne se sont décrits comme les défenseurs de la démocratie et de la liberté face aux politiciens nationalistes, aux partis politiques et aux mouvements sociaux. Ces mouvements populistes ont l'intention de prendre le pouvoir et de mettre fin à la démocratie telle que nous la connaissons, ont convenu les médias et les partis politiques dominants. Si on laisse gagner en influence, ils deviendront identiques aux partis nazis et autres partis fascistes qui ont pris le pouvoir en Europe il y a près de 100 ans. Là, vous avez quelques articles justement qui abordent ce problème-là de cette façon-là. Complotistes, homophobes, néo-nazis, 10 comptes emblématiques de la dérive de Twitter sous Elon Musk. Et il y a tout dedans, avec la photo de Trump, évidemment. Donc, vous comprenez comment, voilà, c'est un article 100% protocole CTIL, écrit par William Oduro, qui est un pratiquant du framework, du protocole de disarme du CTIL. Il le fait d'une manière... Lui, il a reçu un lavage de cerveau carrément, parce que même dans les conversations que j'ai eues avec lui, il y croyait à fond. Ah, il y croyait à fond. Alors, je ne sais pas s'il se foutait de ma gueule ou s'il était vraiment con à ce point, mais bon, il y a moyen que ce soit le deuxième. Alors, mais les événements de l'année dernière montrent clairement que les médias et l'establishment politique des États-Unis et d'autres pays occidentaux représentent une menace bien plus grande pour la démocratie que les mouvements populistes qu'ils diffament sans relâche. L'achat de Twitter par Elon Musk et la publication de Twitter Files et le procès Missouri contre Biden ont révélé à quel point le contrôle de l'establishment occidental sur l'environnement médiatique était et reste généralisé et quasi total. L'image qu'ils donnent d'eux-mêmes comme étant neutre, objectif et équilibré est un mensonge. Les médias et l'establishment politique sont anti-populistes, élitistes et antidémocratiques. Ils éprouvent un profond ressentiment à l'égard de l'émergence de nouvelles voix indépendantes grâce aux médias sociaux, car ils ont longtemps exercé une influence imméritée sur les idées qui peuvent être débattues, sur ce qui est important et sur les personnes qui peuvent exercer des fonctions électives. Ils avaient le contrôle jusqu'à là avec les réseaux sociaux. Ils sont en train de le perdre. Avec l'achat d'Elon Musk de Twitter, ils l'ont complètement perdu parce que c'est le réseau social où l'information circule en premier. Donc, de nombreux cas ont prouvé ça historiquement. Voilà. Donc, c'est la machine ici dans cette image qui vient d'une vieille vignette. Le mot qui décrit le mieux les agents de l'État profond dominés par la classe professionnelle et managériale, y compris le ministère de la Sécurité intérieure, le ministère de la Justice, le FBI et d'autres, ainsi que les entreprises de presse qui se livrent à la diffamation et à la désinformation, est le mot patocratie. Nous empruntons ce terme au psychologue polonais Andrew Lubachewski, qui a documenté la prévalence des narcissiques et des psychopathes au poste de direction dans les régimes totalitaires. Je vous ai mis ici une image du clip d'une chanson de Rammstein, c'est un groupe de métal allemand qui s'appelle Angst, ça veut dire peur. Et en fait, je vous ai partagé ça parce que je trouve vraiment, voilà, c'est le passage en question que j'ai pris, j'ai fait la capture, où vous voyez le gars, bien évidemment, il symbolise quoi à votre avis là? Un malade mental qui est mis dans une position de pouvoir en fait. Et voilà, et ça crée des gens uniformes et voilà. Donc, si on met des psychopathes au pouvoir, bah forcément toute la structure de la société deviendra psychopathe aussi. Et c'est un peu ce qu'on est en train de vivre là en fait. Donc, on va parler donc à partir de maintenant de pathocratie parce que il y a des masses qui sont en train de tomber complètement. Il y a tout qui commence à devenir visible aux yeux de tous. Et les gens sont en train de faire un choix. Certains soutiennent cette chose-là. D'autres l'attaquent. D'autres la condamnent. D'autres s'en éloignent. Et c'est justement ça, le début de la grande transition, en fait. C'est comme ça qu'un choix sera fait. C'est... Toutes ces choses-là, tout ce qui n'est pas naturel va s'effondrer, aussi simple que ça. Et donc, toutes ces choses-là, elles sont là pour nous permettre de nous réveiller, de prendre conscience. Si on fait les choix faciles, on risque de sombrer avec le système. Si tu restes devant Netflix à l'intérieur du Titanic, il y a moyen que quand il coule, tu coules avec.
Donc, il faut éteindre la télé, sortir dehors, prendre conscience de l'iceberg, prendre conscience du fait qu'on l'a frappé il y a un moment, prendre conscience du fait qu'on a les pieds dans l'eau, les amis. Et on a les pieds dans l'eau, donc douche froide et bain froid. Comme ça, on est prêt pour sauter dans l'eau. Non, mais c'est important de prendre en compte ces choses-là parce qu'on va vers un monde comme on n'a jamais connu jusqu'à présent. Et les réponses trouvées aux problèmes qui se présenteront devant nous ne seront pas celles que tout le monde attend, en fait. Et c'est pour ça que je vous parle de ça. Donc, il y avait une suite à l'article, mais après, ça concerne principalement les États-Unis, donc ça ne nous intéresse pas. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est que les CTL files sont en train d'exploser, de devenir vraiment un problème très, très, très important pour l'État profond. Les liens sont en train d'être faits très facilement maintenant pour savoir connaître un petit peu les acteurs, qui a fait quoi, comment, quand, etc. etc. Et tout est en train d'être rendu public. Et on est un petit peu forcé de faire des choix. On est un petit peu forcé de faire des choix, en fait. En tout cas, c'est juste une introduction pour le reste de l'année sur le sujet CTL Files. Et maintenant, sans trop tarder, parce que c'est ça qui me fait bizarre maintenant, je n'ai pas une conversation à faire à la fin du sujet ou quelque chose pour enchaîner. Donc, j'enchaîne directement au prochain article. C'était juste avant de finir, je voulais juste ajouter ça, en fait. C'est justement ce qu'on verra dans la suite de cette série que je vous demande de partager. Je vous avais dit que les dossiers CTL sont le plus gros scandale de l'histoire occidentale pour le moment, car grâce à ces dossiers, on apprend tous les mécanismes utilisés pour tuer la liberté d'expression dans l'objectif d'éliminer nos libertés individuelles. Oui, il y a eu un complot et aujourd'hui, c'est prouvable. Un grand merci à l'anonyme qui m'aide avec ce dossier gigantesque que je vous demande de fouiller de votre côté aussi. Voilà. Donc, moi, de mon côté, j'avoue que je prépare plutôt le studio, je prépare des morceaux de musique, je prépare des choses qu'on fera ensemble, évidemment. J'organise aussi une surprise où on va pouvoir se rencontrer à nouveau dans pas très longtemps et d'une manière un peu différente que 2022. Donc, il y a plein de choses que je prépare. Et je n'ai pas forcément le temps. Il se trouve que papa, il m'envoie les bonnes personnes au bon moment parce que il semblerait qu'il faut qu'on parle de ces sujets-là. Voilà. Alors, sur ce, on retourne à l'article. Hop, on a fini. Ouais, on a presque fini. Donc maintenant, on va attaquer, justement, on va ouvrir la vignette. Et on va parler un peu de la vignette. Avant de parler de la vignette, vous savez quoi? Ça vous dit, on réécoute une autre chanson? J'aimerais vous faire écouter une chanson avec un texte qui sera écrit et traduit pour que je puisse faire aussi une petite pause parce que je pense que j'ai fait trop tôt l'autre. Mais écrivez-moi dans les commentaires, dites-moi... Il y a ce genre de commentaires, par exemple. Regardez. Léo a sa vision, mais il censure le chat. Tu ne peux pas parler de censure dans le chat. Tu ne peux pas parler. Le chat, c'est mon espace privé. Dire que je censure parce que je ne suis pas d'accord qu'il y ait certaines choses dans le chat, c'est l'équivalent de moi, je viens chez toi et je dis, j'aime pas le canapé que tu as mis, enlève-le, il faut qu'il soit rouge et pas bleu. Tu vois? Donc, ne confonds pas une plateforme. Une plateforme, c'est comme une ville. Et dans une ville, les lois concernent tout le monde. Dans mon espace à moi, les lois concernent mon espace à moi et c'est moi qui les fais. Et si tu n'es pas content, va voir ailleurs. Mais il n'est pas question de censure pour garder un chat propre. Parce que ça, c'est l'argument qui a été utilisé contre moi jusqu'à là. Et maintenant, tous ceux qui ont utilisé cet argument vont se prendre une batte de baseball dans la gueule parce que je vais leur sortir les raisons pour lesquelles je fais ça. Parce que les CTL Files nous apprennent explicitement qu'il y a des gens qui utilisent les commentaires et qui utilisent les chats pour infiltrer les groupes et pour les détourner. Et il faut être plus que naïf, il faut être débile pour croire que ce n'est pas une réalité. Et il faut être doublement débile que de croire que moi, je vais rester comme ça et me tourner les pouces et attendre que ça se passe dans mon chat.
Donc, si tu penses que c'est de la censure, va voir ailleurs si j'y suis. C'est pas, ça me touche pas, ça me dérange pas. Par contre, j'ai des raisons précises. Ce n'est pas parce que je veux bloquer les gens ou parce que j'ai des raisons spécifiques. Ce que je fais, je le prends très au sérieux. Et je sais pertinemment que je suis en guerre, je suis attaqué constamment. Il y a ma gueule à la télé de temps en temps, elle est montrée à ou complotiste, ou QAnon, ou machin truc. Donc c'est facile d'écrire depuis le confort d'un canapé et de changer le monde en exposant son amertume sur des chats. C'est facile, tout le monde peut le faire. Ça me vient voir ce que je fais. Va faire ce que je fais. Et après, tu viens ouvrir ta gueule dans le chat, toi et tes semblables. Donc, et vous allez comprendre que c'est pas juste votre amertume, parce qu'il y a des gens qui sont juste amers, en fait. Voilà. Mais c'est aussi qu'il y a vraiment des entités malveillantes qui viennent dire ce genre de choses dans le chat pour semer la discorde, créer la division, mettre le doute, etc. C'est me prendre pour un con que de croire que je vais rester comme ça, me tourner les pouces, ou que je vais être intimidé par des commentaires débiles comme celui que je viens de montrer. Excusez-moi, hein, c'est... parce que là... Justement, je viens de parler de tout ça, de tous ces protocoles. C'est réel. Rendez-vous bien compte, c'est réel. Il y a un effort concret de tuer la liberté d'expression. Et tous ceux qui s'opposent à ce plan-là deviennent des ennemis. Donc, étant donné que je m'oppose, je deviens un ennemi. Donc, il y a plein de gens en face qui ne veulent pas mon bien. Et ils se manifestent souvent dans le chat. Donc, je ne veux pas... Voilà. Bref. Donc, revenons maintenant. Voilà. Alors... Vous avez ici une vignette. On va commencer avec le trio là. Trump devant, Poutine, Xi Jinping. Je pense que eux trois, ils veulent un nouvel ordre mondial à leur version multipolaire où chaque pays décide du sien, du destin de son pays, etc., etc. Mais c'est pareil, c'est un système qui pourra apporter une paix temporaire, mais ça ne pourrait pas durer non plus éternellement. Donc, ils vont avoir un rôle extrêmement important en 2024, ces 3 ans. Premièrement, Trump, il va revenir au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Il va redevenir publiquement. Je pense personnellement qu'il est toujours au pouvoir, mais il va revenir aussi aux yeux de tous. Et on voit la panique, on a parlé dans les 2-3 derniers lives, de la panique en face où ils commencent à réaliser ça en fait. Ils sont au point maintenant où ils attaquent Trump, ils l'empêchent d'être voté. C'est-à-dire, ils l'empêchent d'être candidat. Parce qu'ils savent que s'il est candidat, c'est foutu. Mais ils sont au point où ils ne se gênent même plus maintenant. Ils empêchent les gens d'être candidats. Bien sûr, Poutine, on l'a fait comme mort, malade plein de fois l'année dernière. Bon, finalement, il est toujours là. Et pas seulement ça, mais il est très, très, très près. Poutine, il a reçu une autorité qui est difficile à briser. Et Poutine, il a un pouvoir qui dépasse celui de Trump et de Xi Jinping, etc., parce que c'est un pouvoir qui vient d'un peu au-dessus. Et Poutine va jouer un rôle très important. Je ne suis pas pro-Poutine. Je pense qu'il est un humain comme tout le monde, imparfait, avec ses erreurs, ses péchés, etc., etc. Par contre, clairement, je n'ai pas la même opinion que les médias mainstream, et je pense que Poutine va mettre devant la gueule de tout le monde beaucoup de vérité dans les temps à venir. Voilà, Xi Jinping de son côté-là, Monsieur Winnie l'ourson, je ne sais pas quoi dire à propos de lui. J'ai du mal avec la politique chinoise en général, donc je ne vais pas glorifier cette personne-là. Après, j'ai l'impression qu'il essaie de son côté de combattre l'État profond et qu'il va avoir des gros mouvements en Chine, peut-être Taïwan ou des choses comme ça, pour 2024. On a le retour du général Flynn, que n'oubliez pas qui il est. Hein. Le gars, il travaillait à l'époque d'Obama, il connaît beaucoup de choses. Il était un très très haut gradé militaire à l'époque d'Obama. Et je pense qu'il s'est tourné contre Obama à un moment donné parce que justement, il a vu des choses. Il a dit non, copain, moi je suis un militaire, je ne suis pas au service des corrompus comme toi. Et c'est pour ça qu'on l'avait mis carrément en prison sans raison et qu'il a été innocenté par la suite. Le général Flynn va revenir dans l'actualité en 2024. Bien sûr, Julian Assange va revenir dans l'actualité en 2024 aussi parce que il va, le Pizzagate et tout ça, bien sûr que vous voyez ici, hein, les pizzas et les hot dogs sur la tête de Bill Clinton, Ghislaine Maxwell, Hillary Clinton, comme Epstein, Obama. Voilà, tous ces gens-là, ils sont impliqués dans la même histoire.
Ok, avec Netanyahou aussi, parce que encore une fois, n'oubliez pas, hein, Epstein, c'est un agent du Mossad. C'est pas léger ça comme information. Hein. Et donc, quand maintenant on voit ce qui se passe avec Israël, qui ont pris la décision maintenant à demander à l'Occident d'accueillir les gens de la Palestine. Et maintenant, vous comprenez pourquoi je vous dis attention à ne vouloir être pro-palestinien, parce que ça sent l'embrouille derrière. Quand les vaccinés au drapeau ukrainien, eux aussi deviennent pro-Palestine, c'est qu'il y a un truc, ces gens-là ne réfléchissent pas, ils suivent ce qu'on leur met dans la tête. Donc là, il faut faire attention, parce que l'idée maintenant, c'est quoi? L'idée maintenant, c'est que Israël demande aux pays occidentaux d'accueillir les immigrés palestiniens. Donc, la logique d'Israël, c'est on va vous envoyer les personnes qui vous détestent parce que vous nous soutenez. Ça ne peut pas marcher. Si jamais l'Occident fait ça, préparez-vous, ce sera des guerres à l'intérieur des pays. Si on reçoit de l'immigration palestinienne en France, les Palestiniens ils seront en colère contre la France d'avoir soutenu Israël et de les avoir foutus dehors. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire, les Palestiniens, une fois venus en France? Ils vont faire des bisous au mur, vous pensez? Non. Donc, c'est un peu compliqué. Et toutes ces choses-là, elles se lient ensemble, en fait. Ce qu'on est en train de voir là avec Israël, c'est, je pense, la fin d'un très gros chapitre géopolitique. Et donc voilà, Julian Assange, il joue un rôle central sur ça parce que c'est lui qui a rendu public les emails de Podesta et de Hillary dans lesquels on apprend qu'il y a une secte carrément hein, en arrière-plan qui font des rituels satanistes, qui sont corrompus jusqu'à l'os, qui sont pédophiles et qui utilisent l'argent du contribuable pour se faire des soirées pizza. Pizza sous-entendu enfant, hein, c'est le langage du FBI, enfin le langage des pédophiles qui a été expliqué par le FBI. Et donc, en gros, vous avez ici une bande de pédophiles, pédocriminels, trafiquants d'êtres humains, d'enfants, corrompus et tout ce que vous voulez, qui seront exposés plus que jamais en 2024. Le point de non-retour est passé, c'est une question de temps avant que tout ça s'effondre. Donc, et vous avez, bien sûr, au milieu, Elon Musk, qui a maintenant un outil extrêmement puissant entre ses mains. Mais personnellement, je suis convaincu que Elon Musk seul n'aurait pas pu faire face à ça. Donc je pense que Elon Musk, il a le soutien derrière de Trump et des personnes qui soutiennent Trump. Et pourquoi il est en train de faire « je choisis mon contre cela et cela » parce que je pense qu'Elon Musk, il est en train de faire autre chose en arrière-plan. C'est-à-dire que l'histoire de X, etc., c'est pas vraiment sa préoccupation. Moi, il y a beaucoup de projets d'Elon Musk que je trouve passionnants dans un monde parfait, mais extrêmement dangereux dans le monde dans lequel nous sommes. Et cette idée de voiture électrique, par exemple, maintenant, quand j'apprends que dans les futures voitures électriques, il y aura un alcotest à souffler pour que tu puisses démarrer ta voiture, là, je me dis, les gars, ça vous dit d'arrêter vos conneries avec les voitures électriques, là, parce que c'est vrai qu'en fait, les voitures électriques, ils peuvent carrément prendre le contrôle à distance. Donc, il n'y a rien de plus 1984esque qu'une voiture électrique connectée à Internet aujourd'hui. Avec un réseau Internet, bien sûr, satellite, qui est accessible partout, n'est-ce pas, Starlink. Donc, il y a beaucoup de choses. Il faut faire attention avec Elon Musk parce que pour l'instant, moi, je l'appellerais Yared. Yared, c'est un prénom qui veut dire un couteau double tranche. Pour l'instant, il est ça. Il est vraiment un couteau double tranche. Selon les mains dans lesquelles il va tomber, ou justement, c'est tombé, ça peut faire le bien comme le mal. Donc, voilà. Et je pense qu'on verra aussi un petit peu plus dans quelle direction il est Elon Musk. Derrière, vous avez les militaires qui sont en transparence. Avec ici la Space Force, je pense que ce sont des éléments qui vont avoir un rôle extrêmement important en 2024, notamment aux États-Unis, surtout la Space Force, parce que vous voyez ici, il y a un ovni. Et ici, il y a une boule de lumière aussi. Et en fait, ces deux éléments, on va être amené à en parler beaucoup en 2024 parce que ça parle de plus en plus d'ovnis et des spécialistes très sérieux et des politiciens, ils sont en train de discuter actuellement du fait que en fait, les États-Unis, ils sont en contact carrément avec une civilisation extraterrestre. La question ne se pose pas. La question qui se pose, c'est quel genre d'accord ils ont fait avec les extraterrestres. Pardon? Hein? On en est là.
Genre, c'est officiel aujourd'hui, connaissance commune, les États-Unis sont en possession de plus d'une douzaine d'ovnis en état semi-fonctionnel. Et certains avec les occupants dedans, genre extraterrestres. On en est là. Je pense que 2024, cette histoire-là va devenir devant, surtout qu'il y a une loi qui a été votée aux États-Unis et qui force maintenant l'État de mettre en avant toutes les informations top secrètes à propos des ovnis parce que justement le Congrès soupçonne les personnes derrière toutes ces institutions top secrètes de détourner de l'argent. Donc ça va au-delà que le problème des extraterrestres, c'est un problème de détournement de fonds d'argent public. Parce que quand, par exemple, le département d'énergie, il te dit « Ok, je vais prendre 200 milliards du budget pour les mettre dans la zone 51. » Ah ouais, donc quel genre de projet? Ah, on ne peut pas vous dire. Ouais, ok, mais comment on fait du coup? Comment c'est, nous, que ça va dans des projets, que ça ne va pas dans des poches d'autres ou pour financer autre chose? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est en train de poser un gros problème aux États-Unis. Ils ont décidé d'arrêter avec ce genre de choses. Et donc, ces informations vont être rendues publiques. On verra ce que ça va donner. Ensuite, X va jouer un rôle méga important parce que l'Europe veut censurer X en Europe. Je ne pense pas qu'ils vont y arriver. Je pense qu'Elon Musk les tient par les testicules parce que, comme on a dit dans le passé, en achetant Twitter, il a acheté une scène de crime. Voilà, et cette scène de crime, c'est aussi lié à CTIL, Twitter Files, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a à côté? Bien sûr, un satellite dans le contexte actuel, mais je viens d'en parler déjà des satellites et la Space Force. Ensuite, on a le Soleil, évidemment. Le Soleil va jouer un rôle très important. Quelques heures, quelques heures ou un jour avant le tremblement de terre qu'il y a eu au Japon, justement un tremblement de terre conséquent et assez terrifiant, mais prévisible, il y a 3-4 semaines de ça, je vous ai expliqué que cette hyperactivité solaire mélangée avec l'affaiblissement du champ magnétique de la Terre fait que beaucoup de ce rayonnement solaire va plus en profondeur et commence à impacter l'intérieur, le cœur de la Terre et faire tourner les choses à l'intérieur. Donc quand tu as des croûtes posées sur une sorte de lava qui se met à bouger, forcément ce qui est dessus, ça va se mettre à bouger aussi. Alors pas du jour au lendemain, mais ça va se mettre à bouger. Donc je vous avais prévenu, il y aura plus de tremblements de terre et des éruptions volcaniques dans les temps à venir. Donc voilà ce que vous avez ici dans la vignette, éruption volcanique imminente, comme en Islande. Mais pas que, tout autour du globe, il y a plein de volcans qui sont entrés en activité. Il ne faut pas avoir peur de ces activités-là. C'est la Terre, elle est en train de montrer que l'on a eu assez. C'est les douleurs de naissance d'une nouvelle humanité. Ça se manifeste comme ça. Donc les amis, nous vivons vraiment littéralement des ères apocalyptiques. Mais apocalyptique, vous allez voir, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Tout dépend du choix qu'on va faire dans les temps à venir. Donc voilà. Derrière, bien sûr, il y a aussi la question un petit peu obscure avec un point d'interrogation d'une bombe nucléaire. Est-ce qu'on va voir ça en 2024? Je ne sais pas. En tout cas, s'il devrait en avoir une à un moment donné, ça serait cette année-là. Parce que la situation, vous avez vu tout à l'heure ce qui est en train de faire l'OTAN. L'OTAN est en train de provoquer la Russie vraiment parce que dans leur tête, ils ont vraiment pas compris comment ça fonctionne et ils veulent détruire tout pour éviter de perdre en gros. Et donc ils provoquent la Russie à un moment donné, si Poutine le décide, voilà. Mais je pense pas qu'on verra des bombes nucléaires péter au-dessus des grandes villes. Je ne pense pas qu'on verra des bombes nucléaires version fin du monde, on va tous mourir, etc. Je ne pense pas du tout ce genre de choses. Je pense vraiment au contraire qu'on entre dans une période où nous avons la possibilité de prendre conscience des choses et l'autorité est redonnée aux élus et aux choisis. Voilà, et par élus, attention, je ne parle pas du tout du peuple d'Israël, etc., etc. Je parle des élus de papa qui sont justement, ils sont élus par leur capacité de se mettre au service des autres, en fait. Non pas par leur envie d'avoir le pouvoir. Donc, et les choisis sont des personnes qui sont des terrains fertiles pour mettre les bonnes graines dessus. Et ceux-là, ils sont protégés. Bref, on verra
la prise d'autorité de ce genre de personnes. Ils auront plus d'autorité, leur parole aura plus de pouvoir et ça sera quand même un moment important. Sinon, quoi d'autre? Des menottes? Est-ce qu'on va voir quelques arrestations en 2024? En tout cas, on voit que Joe Biden, il ne va pas traverser l'année. Hunter Biden, il y a moyen qu'il finisse en prison. Voilà, il y a la liste d'Epstein qui est publiée soit aujourd'hui, soit elle est déjà publiée que je ne l'ai pas vue. Mais en tout cas, elle est censée être publiée très très bientôt, là, dans quelques heures. Et ça va être une année où je vous dis, si vous ne voulez pas être déçus, la meilleure façon, c'est de ne pas avoir d'attente. D'accord? Le problème qu'on a eu, c'est quelque chose auquel je n'ai pas forcément aidé de mon côté, c'est on a beaucoup d'attentes. Alors qu'en fait, au début, j'avais beaucoup d'attentes. Ouais, arrestation, machin, truc, etc. Alors qu'en réalité, je remarque que le mieux, c'est d'apprendre à lâcher prise. Parce que le fait d'avoir des attentes, en fait, ce que je me disais dans ma tête, c'est du coup, je vais attendre que le monde change pour que moi, je change derrière. D'accord? Et du coup, j'attendais, puis il n'y a rien qui se passait. Pendant ce temps, moi, je continuais le même truc à ne pas évoluer, quoi. Et en fait, depuis que j'ai arrêté d'avoir des attentes, j'ai commencé à me focaliser sur moi, à essayer vraiment de me sortir du déni. Parce que le problème central qu'on va avoir en 2024 et qui est aussi mentionné ici à gauche avec cette personne, avec les chakras, etc., la fleur de lotus et tout ça, c'est aussi le fait que ce sera une année d'introspection où on sera amené à voir ce qu'on a à l'intérieur de nous et de faire la paix avec, en fait. C'est très important parce que le problème qu'on a actuellement, c'est qu'il y a beaucoup qui sont dans le déni. Par exemple, tous ceux qui ont soutenu le narratif, les confinements, les vaccins, etc. Maintenant, ils sont dans une situation, beaucoup parmi eux, ils sont dans une situation où soit ils vont être obligés d'accepter qu'ils n'ont pas été sympas pendant tout ce temps et qu'ils se sont vautrés royalement, soit ils vont devoir continuer dans leur folie et s'enfermer dans les mensonges encore plus pour justifier leur position et mettre la faute à quelqu'un. Et forcément, ils ne peuvent pas mettre la faute du côté de leur camp, ils doivent la mettre en face. Donc, ça va être toujours la faute des complotistes, etc. etc. Et donc, c'est comme ça qu'on forme des nazis, mais c'est comme ça qu'on les forme des deux côtés, hein, que ce soit du côté des complotistes ou du côté des consommateurs de la rhétorique officielle. Donc, le lâcher-prise est très important pour éviter de tomber dans ces pièges de radicalisation des deux extrêmes. Genre, je suis un extrémiste pilule bleue ou je suis un extrémiste pilule rouge. Le mieux, c'est de se poser quelque part entre les deux et de commencer à... Vous savez, quand on est enfant, la nature nous donne un exemple à suivre, un père. Malheureusement, dans le monde où on vit, souvent ce père, il part très tôt ou il n'est pas du tout absent ou juste il a un accident et il n'est plus là. Et du coup, les enfants qui se retrouvent sans père comme ça, ils cherchent un autre modèle. Et dans cette société, on nous apprend que les bons modèles, ce sont ceux qui ont réussi financièrement et qui envoient leur gueule du matin au soir à la télé. Et du coup, tout le monde veut devenir cette chose-là. Moi, je pense que selon le modèle qu'on choisit à suivre et qui nous inspire, on finit par devenir quelque chose de semblable. Et quand je vois tous ces idoles qu'ils nous présentent pour nous dire « Ah, regardez, soyez comme eux », moi, la seule chose que je vois, c'est des personnes qui, certes, ils ont la gloire, mais qui sont extrêmement malheureux, qui sont dans la drogue, dans l'alcool, qui sont détruits psychologiquement, qui sont incapables de s'exprimer librement parce que la moindre chose qu'ils disent, c'est... voilà, ils sont annulés, etc. etc. Donc, ce n'est pas des modèles qui m'inspirent quoi que ce soit, en fait. Et ça, je l'ai eu en regardant une fois un documentaire sur Metallica. J'ai grandi en écoutant beaucoup de métal, et notamment Metallica. Et il y avait un documentaire qui s'appelle Some Kind of Monsters, où parlait un petit peu de ce qui se passait pendant l'enregistrement d'un album de Metallica.
Et en fait, je voyais ces monstres, ces géants, en train de se prendre la tête au studio pour des conneries inimaginables. Et genre, tu voyais, ces gens-là, ils étaient malheureux. Le gars, il est parti à faire une cour de désintoxication, je sais pas quoi. L'autre aux alcooliques anonymes. C'est extrêmement malheureux. Et je me dis, mais attends une minute, en fait. Pourquoi moi, je rêve d'être comme eux? Pourquoi je rêve d'être comme ces personnes ils arrivent là, ils sont à table, ils embauchent un nouveau bassiste, ils lui lâchent $1 million, ils en ont rien à foutre. Leur vie, elle est genre cardiogramme plat, quoi. Je me dis, est-ce que c'est ça que je veux être? Est-ce que c'est vers ça que je tends? Et donc, du coup, que ce soit Metallica ou d'autres idoles, bah, finalement, je me suis dit non merci, en fait. Pardon. Et donc, du coup, notre destin personnel, il est souvent lié au destin de ceux qu'on prend comme modèle. De mon côté, j'ai cherché justement un bon modèle parce que j'ai eu le grand privilège d'avoir mon père toute ma vie. Le problème, c'est que mon père, il avait besoin de mise à jour parce que mon père, il est né en Albanie, grandi là-bas dans une dictature affreuse, faisant partie d'une famille persécutée politiquement, etc. Et il a fait au mieux, hein. C'était un résistant, il a tenu tête et je pense que je tiens beaucoup de lui. Il était très courageux. Le truc, c'est qu'à l'époque, on lui a appris que la France est le pays des droits de l'homme. Et du coup, quand on est arrivé au pays des droits de l'homme, bah, mon père il a développé l'idée que c'est l'endroit parfait. Et bah, moi, j'ai vu très rapidement, avec en 2005, le référendum qui a été ensuite annulé par Sarko et tout ça. Et bah, du coup, mon père continue à croire que la France est le pays des droits de l'homme, même s'il voit de plus en plus que ça devient n'importe quoi. Mais du coup, ce modèle-là, ça ne m'allait pas non plus parce que je voyais autre chose. Et du coup, je me suis dit à un moment donné, il faut que je trouve un modèle. Et il n'y a pas de modèle. Le seul modèle que j'ai trouvé, c'est le Christ. À travers la lecture de la Bible, qu'au début, j'ai pris littéralement, après, j'ai pris complètement poétiquement. Et puis après, j'ai commencé à trouver un équilibre entre les deux et m'éloigner de toutes sortes de dogmes, d'idéologies et d'interprétations transmises par des spécialistes de la religion. Voilà, et du coup, je commençais à avoir ma propre compréhension et j'ai vu que, en fait, le Christ, quand il dit que je suis le chemin, il nous donne un exemple à s'inspirer et à suivre pour rester intègre dans les temps qui sont les nôtres. Pour rester intègre. Il n'y a pas quelqu'un de plus intègre que Jésus. Historiquement, il n'y a pas eu quelqu'un de plus intègre que lui. Et donc, depuis avant la chute, on va dire. Voilà. Et du coup, j'ai décidé d'avoir lui comme modèle. Et du coup, je commençais, au lieu de me focaliser sur qu'est-ce qu'il a dit Paul, machin, de voir, de lire vraiment et de me focaliser uniquement sur ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Juste ça. Juste ça. Et du coup, je vois quoi? Je vois qu'il dit, aimez-vous les uns les autres. Ne vous jugez pas. Occupe-toi de la poutre dans ton œil plutôt que la paille dans l'œil du voisin. Mais le truc, c'est que je n'ai pas fait comme font malheureusement beaucoup de gens, c'est-à-dire ils prennent ces idées, ils deviennent des perroquets pour transmettre ces idées sans les appliquer eux-mêmes. Je commençais d'abord par essayer de les appliquer. J'ai remarqué à quel point c'est difficile. C'est extrêmement difficile d'appliquer ces idées. Et donc, moi je vous dis que si on arrive à appliquer ces idées, on comprend ce que c'est le stoïcisme, on devient libre et souverain. Et c'est pour ça que moi je m'intéresse beaucoup à cette direction-là, d'apprendre un maximum de l'expérience du Christ, mais pas que, il y en a eu d'autres, des grands maîtres, mais Jésus étant la perfection. Mais il y en a eu d'autres, des grands. Encore une fois, j'insiste, je ne suis pas mono, voilà, il n'y a que lui qui a dit et ceux qui ne croient pas en lui, etc. Il y a des Esquimaux, ils seront sauvés même s'ils n'ont pas une Bible chez eux. Donc ça va aller, il n'y a pas de souci. Et ceux qui seront le plus sauvés, d'ailleurs, risquent d'être les populations, vous savez, qui vivent encore à l'ancienne, qui vivent sur les arbres dans des cavernes. Ceux-là, ils vont traverser parfaitement les périodes à vivre, puisqu'ils n'ont aucun problème politique, aucun problème de guerre, rien du tout, ils ne sont pas endettés, tout va bien.
Donc, voilà. Et du coup, j'ai compris que l'exemple du Christ, c'est un exemple qui me parle. Et c'est un exemple à suivre. Non pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il est difficile. Et parce que je veux grandir, je veux être meilleur. Parce que choisir un exemple facile qui passe son temps à me justifier et à expliquer mes faiblesses, ça me saoule, ça me gave. Ça me maintient dans mes faiblesses personnelles. Alors je veux quelqu'un qui demande le meilleur de moi. Et je pense que de tout ce que j'ai cherché partout dans le monde, l'exemple du Christ me parle beaucoup par rapport au contexte occidental. J'aurais été en Inde, je te dirais, ça serait marche, je sais pas quoi, tu vois, un de leurs dieux. Mais dans le contexte occidental, l'exemple du Christ, ça me parle. Et donc, voilà, je voulais vous dire que 2024 sera une année d'introspection. Si vous avez besoin d'un exemple à suivre, prenez celui-là. Mais encore une fois, regardez de ce côté-là et regardez en dehors de toutes les superstitions, de toutes les croyances et de tous les trucs dogmatiques. Juste voyez, le Christ déjà, c'était le premier complotiste connu de l'histoire moderne. Parce que il te dit qu'il y a des forces obscures qui dominent ce monde et qui sont à l'origine de l'injustice de la terre. Et que le cœur des hommes est corrompu. Et qu'il a besoin d'être purifié. Bon, il ne faut pas un bac plus 10 pour comprendre que ce qu'il dit est vrai. Hein. Après, il te dit, aime ton ennemi. Bah oui, si tu veux changer le monde, aimer ton ami, aimer les gens aimables, tout le monde peut le faire. Il n'y a aucun mérite. Mais aimer son ennemi. Mais attends, aimer son ennemi, ça ne veut pas dire se laisser abuser par l'ennemi. Ça veut dire essayer de comprendre l'ennemi, essayer d'être à l'écoute de l'ennemi. En fait, au final, à chaque fois qu'on ouvre les oreilles, on ferme nos gueules. À chaque fois, je change ça parce que à chaque fois que j'ouvre plus mes oreilles et je ferme ma gueule, je finis par comprendre qu'en réalité, je n'ai pas vraiment d'ennemis, en fait. Il n'y a que des malentendus. Et je pense que c'est ça la raison pour laquelle il ne faut pas juger non plus. Parce qu'au final, vraiment, je vous assure, chaque personne fait ce qu'il fait pour des raisons précises. Et s'il n'est pas capable de changer, c'est parce qu'il a atteint un stade où il ne voit plus, où il ne peut plus voir, où il ne veut plus voir. Il y a le principe de l'inertie. Tu sais, quand tu as jeté une personne d'un avion, il a pris de l'inertie et ce n'est pas à 1 millimètre du sol que tu vas pouvoir le freiner parce que tu n'as pas assez d'empattement. Donc, c'est pareil pour la vie. Il y a des gens qui sont justement au millimètre avant de toucher le fond. Et voilà, il faut laisser cette inertie. Il faut savoir qu'elle est là. Et justement, c'est pour ça que je parlais aussi d'Y-Files, parce que si on se retourne en 2024 vers quelque chose de plus naturel et on essaie de comprendre le Créateur en observant sa création de nos propres yeux, pas des croyances et idéologies données par d'autres qui ont provoqué des guerres, qui ont fait couler tout le sang à cause des guerres des religions. Tout ça, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment de voir l'exemple concret. Le Christ qui vient, qui dit aux pharisiens, vous êtes des prostituées parce qu'au lieu d'être là pour aider les gens et servir Dieu, vous êtes là à transformer les gens en vos serviteurs. Donc vous avez inversé le royaume, vous êtes corrompus, vous êtes des prostituées. Il disait ça aux pharisiens et aux zélotes, aux personnes qui étaient censées l'attendre. Et pas seulement qu'ils ne l'ont pas attendu, mais quand ils ont entendu cette vérité, ils se sont enfermés dans le déni et ils ont préféré le crucifier. Ce qui va provoquer ce qui arrive par la suite là, la crucifixion du Christ, c'est pas quelque chose qui nous a sauvés. C'est quelque chose qui a été mis dans les actes. Le Fils de l'homme a été tué, assassiné. Ce n'est pas la mort du Christ qui nous a sauvés, c'est sa vie. Le fait qu'il est venu, il nous a montré un enseignement. Sa mort, c'était un rituel on ne peut plus obscur qui va avoir comme conséquence qu'on verra dans les 2-3 ans à venir maximum. Surtout en 2024. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Et après, il est allé voir les Romains. Il a dit, OK, vous faites vos trucs, vous avez créé vos trucs, mais moi, je ne viens pas de votre monde à vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne vient pas de la Terre. Ça veut dire qu'il ne vient pas d'un monde où les humains sont définis par des frontières qui disent, toi, tu es un Romain, toi, tu es un Grec, toi, tu es un comme ci, un comme ça. Et c'est vrai. Regardez, le monde depuis l'espace, il n'y a pas de frontières. Alors pourquoi moi je suis albanais, je n'ai pas le droit par exemple d'aller quelque part si je n'ai pas la permission, le visa ou je ne sais pas quoi. Pourquoi c'est comme ça? Je suis un humain, c'est juste je suis né là-bas, mais je suis un humain comme les autres. Parce que notre monde il est construit d'une façon où il y a des voleurs et des volés.
Et il faut que les volets ne puissent pas aller voir les voleurs. C'est pour ça que quand quelqu'un d'un pays pauvre va vers un pays riche, on appelle ça l'immigration. Et quand quelqu'un de riche va vers un pays pauvre, on appelle ça l'expatriation. Vous comprenez? Et donc, il y a toutes ces choses-là. Vraiment, il faut qu'on prenne conscience de toutes ces choses-là. Et moi, je vois ce système-là. Et aussi, grâce au Christ et son enseignement, je le vois, je dis, mais bien sûr, je ne fais pas partie de ce monde-là. Et je pense même pire que ça, que les Albanais, c'est des cons, les Grecs, c'est des cons, les Français, c'est des cons, les Suisses, c'est des cons. Pourquoi? Parce que dans chacun de ces 4 pays auxquels j'ai passé un certain temps, on a voulu m'apprendre ce qu'est la vie. Et l'Albanais me disait, la vie, c'est ça, et les autres, ils ont tort. Ah, ok, on voit comment ça marche chez vous, c'est super. Le grec, ah non, l'Albanais se trompe, c'est le grec qui sait. Nous, on a en plus les traditions et tout. Vous avez surtout un gouvernement extrêmement corrompu et vous êtes vous-même maintenant en train de vous corrompre. Donc, après, je vais en France, pays des droits de l'homme. Et en France, on me dit, non, ils ont tort, les 2 autres. Ici, c'est comme ça qu'on fait, etc. Et puis, en fait, c'est le pays de l'hypocrisie, la France. Parce que c'est l'exact opposé. C'est le pays où, aujourd'hui, on bafoue les droits de l'homme. Et on les bafoue en costard-cravate et en ayant la loi de son côté. Quelqu'un qui a défendu un pédophile, un responsable probablement de crimes impliquant des réseaux importants d'élite, il est aujourd'hui ministre de la Justice. Ministre de la Justice, voilà où on en est, la France, pays des droits de l'homme. Donc, et les Suisses, c'est pareil. Les Suisses, ils ont leur truc, ils ont un monde qui fonctionne. Vraiment, la Suisse fonctionne. Ils ont un système politique qui n'a pas été aussi corrompu que les autres parce que justement, ils prévoient ça. Ils ont un hymne, d'ailleurs, j'attire votre attention sur l'hymne national suisse. Tous les pays autour, les hymnes, c'est « on va bouffer vos enfants, on va casser vos os, on va boire votre sang avec des œufs ». Et c'est ça, aux armes, citoyens, ouais, voilà. Alors que l'hymne suisse, c'est gloire à Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous protège, et c'est super. C'est le seul. Et regardez les hymnes des pays autour de la Suisse, regardez l'hymne suisse, vous allez voir. Mais il se trouve que la Suisse, elle a aussi un problème. C'est parce que quand tu as un pays qui n'a plus de problème, où les gens ont atteint un certain niveau de vie et de confort, il y a d'autres problèmes qui apparaissent. C'est la stagnation. Et dans la stagnation, il commence à avoir de la corruption aussi, mais c'est une autre forme de corruption qui se manifeste par une sorte de complexe de supériorité ou de je sais pas quoi. Donc, et finalement, moi, 4 pays, aucun des 4, finalement, a réussi à m'apprendre ce qu'est la vie, en fait. Donc, c'est pour ça, je vous dis, dans ces temps obscurs, tout, enfin, obscur, oui et non, parce que là, le soleil se réveille, justement. Mais dans ces temps, apocalyptiques, on va dire ça, tout ce qu'on pensait savoir sur la nature de la réalité, sur notre être, sur qui nous sommes, comment nous fonctionnons, etc., va s'effondrer. Et après ça, viendra le désert. Et le désert, c'est l'endroit où justement on peut commencer à construire. C'est le désert, c'est tout est plat. Il n'y a pas des grandes montagnes, des grandes structures, parce qu'une montagne, c'est une structure de pouvoir, symboliquement, dans la Bible. Donc, il n'y aura pas toutes ces choses-là. Et à ce moment-là, ceux qui survivront, ce sont ceux qui seront le plus proches avec la nature. Voilà. Et donc, c'est pour ça, la nature, pourquoi? Parce que la nature, elle existe depuis des milliards d'années. Elle existera pendant des milliards d'années. Et ce n'est pas nous qui allons lui apprendre quoi que ce soit. C'est plutôt à nous de s'adapter à elle et pas le contraire. Parce que justement, l'humain essaie d'adapter la nature à ses désirs. Et c'est pour ça que le monde, il a la gueule qu'il a aujourd'hui. Et c'est pour ça que la Terre... Moi, les tremblements de terre que je vois en ce moment, je les vois comme un chien qui se secoue comme ça pour enlever les poux qu'il y a dessus. Parce que c'est ce qu'on est devenu pour la Terre un peu. Comme des poux. On prend et on ne donne rien en retour. Même à la base, notre corps, il est fait pour être en contact permanent avec la nature. Là, je vais un petit peu... en freestyle, dans une direction un petit peu plus... on mange, on prend de la terre quelque chose, d'accord? Cette terre, elle a nourri la plante, elle lui a donné l'énergie, le soleil a nourri la plante, a donné l'énergie, la terre a donné la matière, et finalement, on prend le fruit et on le consomme, nous. Et en fait, l'idée, c'est on prend le fruit et on récupère l'énergie que le fruit a récupérée pendant sa vie, et on récupère aussi la vie du fruit. Et ensuite, le fruit, il va dans notre intestin, il est digéré, et ensuite... on est censé rendre à la terre ce qui lui appartient. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On est censé faire ça dans la nature. Et donc, nous, on fait ça dans des toilettes.
stérilisé, etc., où tout est traité avec la chimie, etc. Mais en le faisant, on fait quoi? On fait que tu ne peux pas utiliser le caca humain comme fertilisant pour le sol. Tu ne peux pas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on est trop pollué, corrompu, notre organisme est corrompu, c'est mauvais. Tu peux prendre le caca des vaches, des chevaux, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Parce qu'ils mangent de l'herbe. Mais celui de l'humain, il est rempli d'antibiotiques, il est bourré de mustilifiants, des réservateurs, conservateurs, je ne sais pas quoi. Et tout ça, ça va dans le sol, ça ne lui fait pas de bien. Donc, et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire nous ne faisons plus partie de la nature. Nous ne sommes plus capables de rendre à la nature ce qu'elle nous a donné. Pareil, quand on fait pipi, dans l'eau est contenue une partie de notre mémoire. Et quand on va aller faire pipi, cette eau, elle vibre à notre vibration. Donc, c'est une part de nous qu'on rend dans la nature. Si on le rend dans la nature, dans la terre directement, on communique, on reste en contact avec la terre. Si en revanche, on fait ça dans les toilettes qui finissent pareil, dans des eaux traitées chimiquement, machin, là, cette mémoire disparaît. Et donc, l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Il finit par devenir une sorte de poisson rouge qui tourne autour de son bocal. Et je peux vous dire quelque chose, l'humain a un potentiel d'intelligence extraordinaire, mais l'intelligence sans la mémoire ne sert à rien. Et l'humain a une mémoire extrêmement courte aujourd'hui, on est d'accord? On est d'accord que si l'humain avait une mémoire plus forte, jamais on serait là où on est aujourd'hui. Mais c'est parce que l'humain oublie. Donc voilà, c'est le petit monologue de la fin de cette émission de 2024. Et je voulais vous dire que cette année, ceux qui auront compris les leçons et qui les pratiqueront, ils vont avoir une excellente année où ils vont sortir grandis x 10 de leur expérience. Et ceux qui n'ont pas appris, qui n'ont pas compris et qui persistent à rester accrochés dans les murs de Babylone, ils vont comprendre que s'ils ne lâchent pas prise, le plafond va s'effondrer sur eux, va les écraser. Donc, ce sera l'année de la prise de conscience et elle sera accompagnée par une activité solaire qui va bousculer nos habitudes, peut-être même nos technologies, et tout ça en 2024. Et une dernière chose, je ne sais pas si vous avez vu aussi, j'avais partagé, Jacques Attali a écrit apparemment un livre complotiste à propos de ce qui pourrait arriver 2028-2029. Vous savez, la première chose que je me suis dit, c'est carrément, ils ont perdu complètement le contrôle. 100% de ce qui est écrit dans ce livre n'arrivera pas. Voilà, moi je vous le dis. Parce que lui, il dit ça basé sur ce qu'on lui a dit, etc., etc. Moi, j'ai vu le futur. Ça sonne bizarre dit comme ça, mais j'ai vu le futur. Le futur que j'ai vu ne se passe pas du tout comme il est écrit dans ce bouquin-là. Et je vous ai parlé de nombreuses fois de l'arrivée de certains personnages influents, notamment un des fils de Trump, Baron Trump, qui deviendra un leader qui va inspirer beaucoup, beaucoup de monde et qui va débloquer les secrets du temps, etc. Et après, comme tout humain qui prend trop de pouvoir entre ses mains, on risque d'avoir des mauvaises surprises. On verra. Voilà. Mais dans tous les cas, je peux vous dire que la réalité que j'ai vue, c'est celle qui se produira. Et celle qui se produira n'est pas celle que Jacques Attali a dit. Donc moi, en lisant ce qu'il lit, en lisant ce qu'il écrit, ou si c'est lui qui l'écrit ou si quelqu'un d'autre, je me dis, ok. En fait, finalement, il n'a aucune idée de ce qui se passe. Finalement, il n'est pas aux commandes. Finalement, il ne sait rien du tout. Et j'ai plus l'impression qu'il cherche à surfer sur la vague du complotisme pour vendre son livre ou quoi que ce soit. Même si, au fond, je sais que c'est une manière pour lui d'encaisser de l'argent de la part de ceux qui lui doivent. Les livres, c'est des histoires de blanchiment d'argent en général. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Sur ce, les amis, j'espère avoir été à la hauteur de cette émission que j'ai préparée semi-malade, mais en guérison. Et j'espère ne pas avoir été trop dans les informations négatives parce qu'il y en a un paquet. Mais moi, je ne vois plus trop le négatif. Je vois le positif et je vois que chaque nouvelle qui sort, c'est une opportunité pour des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des millions de personnes de se réveiller. Et je sais qu'en 2024, on va recevoir un gros coup de pouce céleste que si on sait exploiter, ça va aller. Ça va aller. Donc, rempli d'espoir,
je finis ce live et je vous dis que je vous aime vraiment. Et je ferai de mon mieux d'être à la hauteur des circonstances. Et je vous dis à vendredi pour une émission où soit on va parler des secrets de la nature qui sont visibles à nos yeux tous, ou on va faire un tour sur le passé, parce que tout comme j'ai eu le privilège de voir le futur, j'ai aussi le privilège de voir le passé. Et donc, on va dire que quelqu'un m'a soufflé à l'oreille à quoi ressemblait le monde et la civilisation avant la chute de l'humanité. Qu'est-ce qui a provoqué la chute, etc. Et du coup, ça pourrait être ça. Dites-moi dans les commentaires ou dans le chat lequel des deux sujets vous préférez. Est-ce que vous préférez qu'on parle, par exemple, des secrets qui nous révèlent les numéros comme le zéro et l'infini, qui ne sont pas des numéros, ils sont des concepts, mais qui sont bien réels et qui ont un impact mathématique? Ou est-ce que... Pardon. Ou est-ce que vous préférez parler de souvenirs d'un monde avant la chute et tout ça? Sur ce, oui, le live sera donc vendredi à 20h. Sur ce, je vous dis à vendredi. Venez, Y-Files deviendra de plus en plus important et on avance vers une fusion des deux pour que je puisse faire une bonne émission par semaine où tout le nécessaire est contenu dedans, parce que ça prend beaucoup de temps à préparer et seul c'est un peu plus difficile qu'à trois. Donc voilà les amis, et sur ce, depuis ce magnifique studio que j'ai remis à jour après avoir arrêté mon activité, je vous souhaite une bonne, excellente année remplie d'art, de créativité, et vous allez comprendre au fur et à mesure pendant l'année. Je viens de remarquer que j'ai laissé derrière ma visseuse et mes vis là, parce que je suis encore en train de faire des travaux. Donc, bref, voilà, vous aviez ça à l'image toute la soirée. Sur ce, merci pour tout, merci pour votre soutien, merci pour votre amour, pour vos bénédictions. Et de mon côté, je vous envoie toutes mes bénédictions. Soyez en paix, marchez en paix, parce que si on a la paix, on a tout le reste devient possible. Alors sur ce,